à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire du groupe Cofides dédié à l'épargne retraite. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et nous vous communiquerons l'enregistrement ultérieurement. Je me présente, Solène Joyot, je suis comptable et directrice de BNC Conseil du groupe Cofides. Et j'ai le plaisir d'animer cette session avec Ludovic, notre expert en solutions patrimoniales. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Solène, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous allons prendre une quinzaine de minutes pour aborder un sujet qui nous concerne tous, la préparation de la retraite. L'idée, en fait, aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi il est devenu essentiel de l'anticiper et comment le PER, donc le plan d'épargne retraite, peut s'intégrer dans une stratégie patrimoniale. Bien sûr, dans ce laps de temps, nous n'irons pas dans le détail, mais il nous semblait important de vous permettre d'appréhender les principales caractéristiques de ce placement retraite dont on entend tant parler. Avant d'entrer dans le fonctionnement du PER, peut-être serait-il intéressant de replacer les choses dans leur contexte. Absolument. On entend souvent dire que le système est sous tension, qu'il faudra travailler plus longtemps, mais concrètement, quelle est la situation aujourd'hui? Oui, c'est un point clé. Aujourd'hui, le système français repose essentiellement sur la répartition. Les actifs financent les retraites des inactifs. Slide, Et parce qu'on ne comment voit pas ton slide. Comment ça, on ne voit Est-ce pas que tu pourrais remettre en place les slides, s'il te plaît? Alors, Parce que attends. on ne les visualise pas. Je pense que tu les as bougés. Alors, tac. Ça fonctionne? Alors, vas-y. Voilà, donc le sommaire. Donc, Ah oui, vas-y. pardon. Effectivement. Donc oui, le système par répartition est le système effectivement aujourd'hui en vigueur. Et contrairement à ce que l'on pense souvent, on ne cotise pas pour notre future retraite, mais bien pour les retraités actuels, pour nos retraités contemporains. Or, le rapport entre actifs et retraités ne cesse de se dégrader avec les années, puisque nous étions à 4 cotisants pour un retraité dans les années 60 et qu'aujourd'hui nous sommes aux alentours de 1,7. Cela entraîne mécaniquement une baisse du taux de remplacement, c'est-à-dire la part de votre dernier revenu couvert par votre pension, qui tend à se réduire autour de 50%, voire moins, selon les profils. Donc, même pour des revenus confortables ou stables, on ne peut plus se reposer uniquement sur la retraite à répartition. Exactement. Et pour mieux le comprendre, il est vrai que avoir quelques données est toujours intéressant. On se retrouve ici avec l'espérance de vie, puisque on constate aisément que depuis la mise en place du système par répartition, on a une espérance de vie qui a explosé, puisqu'on est parti de 60 ans pour les hommes jusqu'à pratiquement 80 ans, et 65 ans pour les femmes, et pratiquement 85 ans, voire un peu plus de 85 ans aujourd'hui. De plus, et c'est assez paradoxal, même si la retraite est un élément qui inquiète nombre de Français, on s'aperçoit que, en termes de niveau d'épargne consacré dans ce but-là, on reste à hauteur de 20%, bien en deçà de l'épargne de précaution, ce qui pour le coup est assez cohérent, mais même nettement en dessous de l'épargne consacrée à aider les enfants ou les petits-enfants. On consacre plus d'épargne en France à la transmission de son patrimoine, finalement, qu'à sa propre protection pour l'arrêt d'activité. Pourtant, l'INSEE a démontré que l'évolution du pouvoir d'achat de la pension des assurés qui ont liquidé en 99 leurs droits à leur pension de retraite est en forte baisse. Alors, on a une petite hausse qui est liée effectivement à un mouvement sur les taux, mais de façon tout à fait conjoncturelle, on s'aperçoit que la baisse est nette et marquée, et de toute façon, malheureusement, on s'en rend tous compte. Par rapport à ça, dernier élément qui permet vraiment de voir pourquoi aujourd'hui le gouvernement tend à inciter les contribuables à préparer leur retraite par leurs propres moyens en complément du dispositif par répartition, c'est qu'on se rend compte que depuis 1914, où on avait une pyramide des âges qui ressemblait, on va dire, à une pyramide, aujourd'hui, on est plus sur un gloubi-boulga que sur une pyramide des âges, et on se rend donc parfaitement compte que le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités n'est plus cohérent et met en difficulté le financement de la retraite par répartition. C'est en partant de ce constat-là
que les gouvernements, alors même si on a eu beaucoup ces derniers temps, mais déjà auparavant, ont mis des dispositifs en place pour inciter l'épargnant à consacrer une partie de son épargne à sa retraite, donc avec un dispositif fiscal favorable, voire incitatif, et même clairement incitatif, pour que les Français prennent conscience que la retraite par capitalisation, parce qu'il s'agit de ça, vienne clairement prendre une place plus importante dans la globalité de leur pension de retraite future. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Le PER, c'est un produit qui a remplacé plusieurs dispositifs existants. Peux-tu nous rappeler brièvement lesquels, s'il te plaît, Ludovic? Mais bien sûr, Solène, tout vient en fait de la loi Pacte de 2019, qui part d'un constat relativement simple, qui consiste à dire que de nombreux dispositifs existent en fonction de la situation du contribuable, qu'il soit travailleur non salarié, les fameux TNS, qu'il soit salarié, et puis on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, au cours d'une carrière, eh bien, on passe d'un statut à l'autre et ça devenait très compliqué. Raison pour laquelle, dans le cadre de cette étude, alors le tableau est un petit peu compliqué, hein, si tout le monde le voit, mais avant la loi Pacte, on avait les dispositifs Madelin, Préfond, PERP, Corem. Chacun trouvera un petit peu les dispositifs auxquels il a cotisé ou dont il a entendu parler. Et on s'est dit, le gouvernement s'est dit surtout, autant faire un produit d'épargne qui pourra suivre le contribuable durant toute sa carrière. Et ce produit d'épargne, c'est effectivement le plan d'épargne retraite, le fameux PER. Alors, il y en a trois. Il y a le PER individuel, celui sur lequel on va se pencher ce soir, le PER collectif d'entreprise qu'on retrouve souvent, ce qu'on entendait les PE Perco. Certains parmi vous d'ailleurs ont peut-être profité de ce dispositif ou l'ont mis en place pour leur propre bénéfice et celui de leurs salariés. Et le PER obligatoire, qui est un autre dispositif, anciennement appelé article 83 notamment. Mais ce sont les trois branches qui composent globalement le PER, et on va voir qu'ils interagissent entre eux, d'où le fait de devoir faire un petit peu attention quand même à tout cela. Donc on va se consacrer aujourd'hui sur le PER individuel et on va évidemment rester dans les grandes lignes hein, pour comprendre son mécanisme de façon globale, en partant du versement que l'on réalisera sur le PER jusqu'à son rachat, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que si l'on épargne, c'est pour pouvoir avoir un complément de revenu au moment de la retraite et donc récupérer une partie de son capital. Alors, on enchaîne peut-être, n'est-ce pas? Ça peut être pas mal. On attaque par le versement. Oui. Bien évidemment, quand il y a un avantage fiscal sur un dispositif, celui-ci est plafonné. On veut un exemple qui parle à tout le monde, le livret A, 22 950 €, on ne peut pas mettre plus dessus, mais les intérêts permettent de dépasser. Donc, tout dispositif fiscal a été plafonné par le législateur. Ici, il y a deux dispositifs à retenir. Alors, je suis navré, il n'y a pas de mots pour qualifier ou de titres vraiment pour qualifier chacun d'eux. Donc, on va devoir parler des articles. C'est pas très sexy, mais on n'a pas d'autre choix. Et ils sont au nombre de deux, ça limite quand même. Donc, nous trouvons l'article 163 quater vices et l'article 154 bis du Code général des impôts, qui sont les deux dispositifs qui vont encadrer les limites de déductibilité des versements dans le cadre des PER. Autre élément qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est ce qu'on appelle le PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est en fait un plafond qui sert au calcul de nombre d'éléments et de nombre de plafonds, notamment dans différents dispositifs, et qui, là, clairement, est un plafond indissociable du PER. Alors, regardons un petit peu plus en détail. L'article 163 quater vices dispose d'un plafond et permet d'utiliser un plafond de déductibilité des versements, parce que c'est là l'intérêt du plan d'épargne retraite, c'est la faculté de déduire de son revenu global les versements réalisés au sein de ce dispositif. Par exemple, vous avez 100 000 € de revenus, vous versez 10 000 €, vous déduisez 10 000 € de vos 100 000 taxables. Donc, le plafond de déductibilité, c'est 10% du revenu d'activité professionnelle N-1, donc de l'année précédente, dans la limite de 8 fois le PAS de l'année précédente. Pour 2025, on va raisonner sur les données de 2024. Ça, c'est le premier schéma. Donc, on a un plafond, 10% du revenu d'activité professionnelle. Relativement simple. Qui plus est, et vous avez dû le voir sur vos différents avis d'imposition, vous pouvez bénéficier des reliquats d'abattement qui n'auraient pas été utilisés au cours des 3 années antérieures.
Donc, c'est un cumul qui peut se faire entre le calcul du plafond de l'année et celui des 3 années passées. Le dispositif de l'article 163 quater vicies peut bénéficier à tout le monde, que l'on soit salarié, que l'on soit travailleur non salarié, peu importe. Tout le monde peut profiter de ce plafond-là et de l'utilisation du reliquat des 3 années passées. Parce Second qu'on est dispositif. sur la déclaration d'impôt privé. Pardon? Pour cet article-là. Parce qu'on est sur l'article 160. Absolument. Oui, tout à fait. La déclaration d'impôt privé. Rien à voir avec l'activité libérale, contrairement à l'article 154 bis. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je te remercie de faire la transition. L'article 154 bis, donc, de quoi s'agit-il? Lui, il dispose d'un autre mécanisme de calcul du plafonnement qui consiste à toujours 10% du revenu d'activité professionnelle de l'année N dans la limite de 8 passes de l'année N. Donc là, attention, on raisonne sur l'année 2025. Et bien évidemment, si les micros n'étaient pas coupés, vous me diriez, mais on ne le connaît pas puisqu'on est encore en 2025. Et c'est exact. C'est-à-dire qu'il faut avoir une estimation approximative du résultat professionnel de l'année et en tenir compte. Bien évidemment, pour des questions de prudence, on va garder une certaine marge. Mais à ces 10% s'ajoute 15% du bénéfice imposable, donc on raisonne toujours sur la notion d'activité professionnelle, mais qui là sera compris entre 1 et 8 passes de l'année N. Alors, ne vous inquiétez pas, ça semble être un peu compliqué. On fera un exemple juste après et vous verrez que c'est relativement simple à appréhender. Autre grande différence avec le 163 quater vicies, c'est l'impossibilité de bénéficier des reliquats de plafond des 3 années précédentes. On ne peut se baser que sur l'année N, donc en l'occurrence sur l'année 2025. Comme on le disait tout à l'heure, le PER, il englobe différents dispositifs malgré tout, des PER individuels, professionnels, obligatoires, et donc il convient d'en tenir compte dans la détermination du plafond disponible. C'est pour ça que je vous précise sur ce slide que vous avez pu réaliser des opérations qui, de fait, vont devoir être prises en compte et vont venir réduire d'autant le plafond qui serait disponible pour cette année. Donc, si je résume ce slide qui est très important, on a deux dispositifs. Le 163 quater vicies qui s'adresse à tout le monde, quel que soit le statut. La limite de déductibilité, c'est 10% du revenu d'activité professionnelle de l'année N-1 dans la limite de 8 passes, et on peut bénéficier des 3 années antérieures qui n'auraient pas été utilisées. Le 154 bis, quant à lui, se destine exclusivement aux travailleurs non salariés, et son plafond, c'est 10% du revenu d'activité professionnelle de l'année N dans la limite de 8 passes de l'année N, plus 15% du bénéfice imposable, compris entre 1 et 8 passes. Et on ne peut pas utiliser les 3 années précédentes. On va faire un exemple, ça va être tout de suite beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Je l'espère en tout cas, c'est l'idée. Donc, admettons que monsieur soit chirurgien dentiste et réalise un résultat stable de 200 000 € à l'année au titre de son exercice libéral. Madame, quant à elle, est salariée cadre dans l'industrie et perçoit un salaire taxable de 100 000 € en 2024. Ils sont aujourd'hui mariés, sans enfants, et leur tranche marginale d'imposition est de 41%. Détermination des plafonds de déduction. Pour monsieur a deux possibilités. Soit il utilise le 163 quater vicies qui est ouvert à tout le monde, soit, puisqu'il est travailleur non salarié, il peut utiliser le 154 bis. Commençons par le 154 bis. On l'a vu avant, le 154 bis, c'est 10% du revenu d'activité professionnelle N, plus 15% du bénéfice imposable, dans la limite de 1 à 8 plafonds. Donc, c'est 10% de 200 000, et c'est 15% de 200 000 moins une fois le pass de l'année N, ce qui nous conduit à un plafond de déductibilité de 42 935 €. S'il utilisait le 163 quater vicies, que se passerait-il? Dans ce cadre-là, il ne pourrait déduire que 10% du revenu professionnel, donc 20 000 €. S'agissant de madame, elle n'a pas le choix, elle est salariée, elle ne peut pas donc bénéficier du 154 bis, et donc les revenus professionnels sont nets de frais professionnels, donc on considère qu'elle a l'abattement de 10% pour frais professionnels, raison pour laquelle nous sommes à 90 000 €. 10% de 90 000 €, 9 000 €. C'est tout de suite beaucoup plus clair.
ou presque. On est Comment bien ça d'accord que... Oui, Je suis désolée, je pose les questions. mais tu as raison, On est bien c'est d'accord formidable. que par rapport à ces deux articles-là, c'est cumulatif. Comment ça, Par c'est exemple, pour cumulatif? monsieur, est-ce que monsieur peut verser sur l'article 154 bis et peut verser sur le 163 quater? Alors, non, il va devoir choisir d'année en année. Mais par contre, d'une année sur l'autre, il peut choisir un dispositif ou l'autre. Donc, il peut changer de dispositif chaque année. Oui, oui, absolument. D'accord. Et on va y revenir, encore une fois, quelle transition, puisque, on l'a vu tout à l'heure, sur le 163 quater vices, on peut utiliser les années précédentes, ce qui n'est pas le cas sur le 154 bis. Donc, ça veut dire quoi? Si on reprend les différentes années, dans le cadre, et je le redis, exclusivement du 163 quater vices, monsieur pourrait dire, j'utilise mes 20 000 de cette année, et j'utilise mes 3 années précédentes parce que je ne savais pas que je pouvais faire du PER. Ou je n'en ai pas eu la possibilité, j'ai acheté ma maison, je n'avais pas de liquidité à consacrer à ce genre de dispositif, etc. Donc, il pourrait très bien dire, j'utilise mes 20 000 de cette année plus les 20 000 des 3 années précédentes. Ou dire, j'utilise mon plafond maximal cette année et j'utilise 42 935 €. D'accord? Donc, chaque année, il peut choisir. Cette année, il peut très bien dire, j'appure mes 3 précédentes années et j'en profite et je m'en sers. Et l'année prochaine, je verserai en bénéficiant du 154 bis. Le choix se fait avec l'assureur au Oui, niveau des articles. alors, oui, absolument. Quand on va réaliser un versement sur un contrat de PER, je dis bien un versement, ce n'est pas la souscription, hein, c'est vraiment au versement. On va déterminer l'article que l'on souhaite utiliser. Puisqu'un TNS, c'est le même contrat que pour un salarié, mais par contre, lui, il va pouvoir dire j'utilise 254 bis ou j'utilise 263 quater vices. Donc, techniquement, on pourrait même le faire à chaque versement. Attention à la boulette, parce que par contre, on va se mélanger les pinceaux en termes d'abattement et ça risque d'avoir des conséquences en termes de redressement fiscal. Donc, ça, attention à ce niveau-là. En revanche, effectivement, d'une année sur l'autre, on va cocher une case. Alors, j'en profite d'ailleurs, merci Solène, pour préciser également que vous pouvez très bien, on y reviendra juste après, mais vous pouvez très bien demander à verser sur un PER et expressément préciser que vous ne souhaitez pas bénéficier de la déductibilité de ce versement. On verra que ça peut avoir un intérêt. D'accord? Mais effectivement, on choisit à chaque versement, l'idéal c'est d'une année à l'autre. Donc, Quand tu monsieur peut dis qu'on peut, verser. Oui, je t'écoute, pardon. excuse-moi, quand tu dis qu'on peut, on doit après produire un document qui indique qu'il n'y a pas de déduction de possible cette année-là. C'est dans le contrat, effectivement, qu'on coche une case où on dit je ne veux pas de la déductibilité de mon versement. Ok. Alors, même chose, on peut dire j'ai déjà mis 80 000 € sur mon PER. Par exemple, monsieur a déjà mis 80 000 € sur son PER. Et puis, si tu as cela, il reverse dessus. Puis il dit par contre, ça, je veux pas de déductibilité. De toute façon, je n'ai pas droit. Ça peut arriver aussi. Bon, là, il y a moins d'intérêt pour le coup. Mais voilà, ça peut être possible. Donc, on fait attention aux cases qu'on coche dans un contrat. D'accord. Très attention, comme toujours. Madame, quant à elle, peut utiliser 4 x 9, 36, je suis très bon en maths, peut utiliser 36 000 € de plafond de déductibilité de versement sur son PER. OK? Maintenant, quel gain ça génère? Eh bien, ça génère le gain de la tranche d'imposition, en admettant que monsieur dise, super, je verse 40 000 € sur mon contrat. Parfait. Bon, qu'il utilise l'un ou l'autre des dispositifs, pour le coup, peu importe, on est dans les plafonds, on est bon. Puisqu'on est dans une tranche à 41%, selon l'hypothèse, on va gagner 41% de ces 40 000 €. Donc, on va gagner 16 400 € d'impôt sur le revenu. On déduit les 40 000, qui normalement auraient dû subir 41%, puisque la tranche marginale, on est tout en haut et tout nouveau revenu subit ce montant. Là, on fait l'inverse. On vient diminuer le montant qui subit cette tranche dans l'hypothèse où on dépasse la tranche de 41% à hauteur d'au moins 40 000 €, bien évidemment. Oh, oui, c'est ça, 40 000 €, pardon. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage. Et le mécanisme des plafonds est ici. On ne va pas rentrer dans le détail plus loin, mais on peut également garder à l'esprit que on peut mutualiser les plafonds. C'est-à-dire que, par exemple, madame pourrait bénéficier du plafond de son mari. Donc, il y a un ordre d'imputation. C'est potentiellement possible. Suite à cela, eh bien, vient l'âge de la retraite. Alors, il n'y a pas de sortie possible avant l'âge de départ à la retraite.
Nous sommes en France, donc quand ce n'est pas possible, il y a toujours des exceptions. Parmi elles, le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, l'invalidité, le surendettement, l'expiration des droits au chômage, etc. Donc des cas pas forcément très joyeux. Il en a été rajouté un, qui est le rachat de la résidence principale. Ça, c'est la petite nouveauté du PER. Attention à ce sujet-là. Si vraiment il y a un projet d'achat de résidence principale, le rachat du PER n'est, à mon sens, pas optimal. Pourquoi? Parce que si on rachète sur le PER dans le but d'acheter sa résidence principale, ça veut dire qu'on va avoir besoin de capitaux conséquents pour matérialiser un apport. Dans ce cadre-là, et vous verrez que la fiscalité ne va pas être avantageuse. Donc, si on a un projet de résidence principale, mieux vaut épargner cette partie-là sur un autre dispositif et consacrer le PER vraiment pour l'épargne retraite. Donc, comment ça marche? Si on sort en capital, et ça aussi c'est la grande nouveauté, puisque jusque-là c'était plutôt des sorties en rente. Si on sort par capital, ça veut dire qu'on cumule des versements dans l'hypothèse de 150 000 euros tout au long de sa carrière. Puis, au moment de racheter les capitaux, en admettant qu'on ne fasse qu'un rachat, le contrat vaut 240 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on distingue bien les 150 000 euros de primes versées et les 90 000 euros d'intérêts générés. Les 150 000 euros de primes versées vont être remises à la tranche marginale d'imposition. C'est-à-dire qu'on les a déduits tout au fur et à mesure du temps de la carrière et du versement. Et au moment du rachat, ces primes sont rajoutées aux autres revenus et subissent la tranche marginale d'imposition. Les intérêts, quant à eux, subissent aujourd'hui la flat tax ou PFU, donc au taux de 30%, dont prélèvements sociaux. Donc on voit que on va repayer de l'impôt. D'accord? Si toutefois on décide de sortir en rente, alors attention, la rente, ça veut dire, et c'est un élément important, la rente, ça veut dire qu'on perd le capital. L'assureur appréhende votre capital, en contrepartie de quoi il vous verse une rente jusqu'à votre décès. Dans ce cadre-là, la fiscalité est un petit peu différente, puisqu'on a bien sûr l'impôt sur le revenu sur l'intégralité du montant de la rente, et on a les prélèvements sociaux qui, eux, vont être calculés sur une quote-part de la rente qui va dépendre de l'âge d'entrée en jouissance de celle-ci. Donc, l'âge d'entrée en jouissance, c'est l'âge à partir duquel vous avez commencé à percevoir cette rente. Et donc, ici, on se retrouve avec des taux qui sont prédéfinis. J'insiste bien sur le fait que dans le cadre d'une rente, et c'est pour ça qu'on a souhaité, que le gouvernement a souhaité mettre en place une sortie possible en capital, dans le cadre d'une rente, on perd le capital. Donc, il n'y a pas de transmission aux enfants. C'est-à-dire qu'on bascule en rente, vous décédez malheureusement dans un accident de voiture 2 mois plus tard, tant pis. Enfin, tant pis, il y a bien des égards. Mais en tout cas, pour le PER et la transmission des capitaux, ma foi, il n'y aura pas de transmission aux enfants. Le PER est devenu plus facilement transférable également. Le législateur a souhaité recadrer les choses parce qu'il y avait des pratiques un petit peu folles parfois. Donc, à présent, c'est pour les contrats de moins de 5 ans, c'est 1% de la valeur de transfert. Pour les contrats de plus de 5 ans, quel qu'il soit, quel que soit l'assureur, c'est gratuit. Ça, c'est un élément important. D'accord. On ne va pas aller sur la transmission parce qu'il peut y avoir aussi des avantages. Il y a des petites nuances de transmission entre une assurance vie classique et un PER. Mais là aussi, il y a des particularités. Le PER a quand même des particularités. Ce soir, l'idée, c'était vraiment de faire un point global sur quel est son intérêt et quels sont les petits pièges. Dans le cadre du rachat, vous voyez que si on sort tout en une fois, ce n'est absolument pas optimal. Parce que pour un peu, on pourrait se retrouver taxable à une tranche supérieure à laquelle on a déduit. Donc, attention, il faut vérifier que les contrats permettent la capacité de sortir par petits bouts en fonction des besoins. La sortie en capital ou par rente, c'est vu dès la signature du contrat? Non, c'est à la fin qu'on choisit. D'accord, donc c'est le jour où on arrive à la retraite, où on fait le point avec son assureur par rapport au contrat PER qu'on a souscrit. Exactement. Qui plus est, on peut prévoir une sortie mixte, si on le souhaite. On peut avoir une partie en capital et une partie en rente. Donc c'est très très souple. Il faut vérifier que les contrats permettent autant de sorties qu'on le souhaite. C'est un élément extrêmement important, tant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue pratique, en termes de souplesse de sortie et de fonctionnement, pour s'adapter vraiment au projet et à la vie après retraite. Donc dans la pratique, tu conseilles souvent à tes clients de coupler le PER avec d'autres solutions, c'est bien ça? Absolument, absolument, c'est indispensable. Si vous voulez, le fait de déduire, par exemple, dans une tranche à 41%, on déduit à 41 et on retaxe à 41 ou à 30 derrière. Vous allez dire, super, j'ai épargné pendant toute ma carrière professionnelle et finalement, j'ai un gain de 11. Oui, mais
ce qui est important, et tu fais bien de le souligner, Solène, c'est que quand vous avez une capacité d'épargne de 100, si vous consacrez 100 à un PER, en fait, il ne vous aura coûté que 59, puisque vous aurez récupéré les 41 d'impôts. Et donc, ces 41, bah, vous pourrez les réallouer à autre chose, une assurance vie, un projet immobilier ou autre. Ce qui fait que pendant toute votre carrière, ça vous aura permis de faire 2 dispositifs dans l'optique de la retraite, ou pas forcément les 2 d'ailleurs, mais ça vous aura permis de cumuler des investissements. Et donc, c'est ça aussi qui fait l'intérêt du PER. Donc oui, ça rentre effectivement avec d'autres schémas dans le cadre d'une stratégie globale. Très bien. Donc, en résumé, le PER, c'est un outil souple, fiscalement avantageux et adapté à de nombreux profils. Ludovic, si on devait retenir une seule chose, Je dirais que plus on commence tôt, plus on bénéficie de l'effet de temps et des avantages fiscaux. On a l'effet boule de neige qui se produit. Comme on le disait juste avant, ça permet pendant une plus longue durée de faire 2 schémas en parallèle. Les Français, et ils n'ont pas tort, aiment bien l'immobilier. Ça permet notamment, sur du long terme, de pouvoir faire un schéma immobilier à côté. Si on commence à 5 ans de la retraite, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, je dirais que le secret d'une retraite bien anticipée, bah, c'est par définition son anticipation. merci Ludovic pour ces éclairages clairs et concrets. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Il s'agissait de la première webinaire sur le questionnaire qui vous sera adressé dès demain. Et si d'autres sujets patrimoniaux, fiscaux pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à le soumettre sur le questionnaire et ce serait également sous ce même format. Merci Solène et merci à toutes et à tous pour votre et nous restons bien évidemment et je reste à votre disposition pour étudier plus en détail cette solution. Plus adapté effectivement au cas personnel de chacun, parce que, encore une fois, les projets sont différents, les situations sont différentes, donc il convient de vraiment faire quelque chose de personnalisé. Donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir.